Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous avec les acteurs de l'actualité. On va parler des élections en Égypte, de la bataille d'Alep et de la conférence sur le climat qui approche à Paris. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Le vice-président américain Joe Biden a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la Maison-Blanche et qu'il renonçait à défier ainsi la favorite Hillary Clinton, mettant fin à des mois de rumeurs. Après des semaines de tensions autour des lieux saints à Jérusalem, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé à Amman un accord entre la Jordanie et Israël sur de nouvelles mesures régissant le mont du Temple à Jérusalem, avec notamment l'interdiction aux Israéliens de prier sur ce premier lieu saint du judaïsme et l'installation de caméras 24 heures sur 24. Le président syrien Bachar al-Assad a effectué une visite de travail à Moscou, au cours de laquelle il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Il s'agissait de son premier séjour à l'étranger depuis le déclenchement de la guerre civile. Au moins 42 personnes, pour la plupart des personnes âgées, ont trouvé la mort dans une collision entre un car et un camion sur une route près de Libourne, dans le sud-ouest de la France. Au Canada, Justin Trudeau, fils de l'ancien Premier ministre Pierre Trudeau, a mené un parti libéral laminé jusqu'à la victoire en obtenant, contre toute attente, la majorité absolue au Parlement. Stephen Harper, chef du gouvernement depuis 10 ans, a reconnu sa défaite. Les élections législatives se sont ouvertes en Égypte le 17 octobre dernier. Elles doivent durer jusqu'au 2 décembre. C'est un scrutin un peu complexe qui doit permettre l'élection de plusieurs centaines de députés. Notez que le président Al-Sisi doit nommer plusieurs de ses députés lui-même. Alors, pour tenter de comprendre les enjeux de ces élections et ses conséquences, nous sommes avec Joyce Van de Bilt. Bonjour, vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv et nous sommes également en compagnie de Israq Levanon. Vous êtes venu plusieurs fois sur ce plateau. Vous êtes ancien ambassadeur dans plusieurs pays, et notamment en Égypte. Alors, tout d'abord, Monsieur Levanon, est-ce que ces élections sont un peu de la poudre aux yeux? Non, pas nécessairement. Et d'après la carte de route que le président Sisi avait établie, premièrement la Constitution, ensuite les élections présidentielles et troisièmement les élections de l'Assemblée du peuple, ce qu'on appelle nous le Parlement. Donc, c'est la troisième phase dans cette carte de route. C'est vrai que ça a pris un peu de temps et c'est vrai qu'il y a eu, et je m'excuse de ce mot, certaines, je le mettrai entre guillemets, certaines manipulations, dans le sens que, premièrement, les frères musulmans ne participent pas. Donc, il n'y a plus le cas qui était présent il y a 2 ans, lorsque les frères musulmans, ils ont conquis l'Assemblée du peuple. Et secondo, il y a la création d'un nouveau parti, un parti dit séculaire, mais à l'instigation du président Sisi, et avec des gens qui appartiennent à l'apparatus de sécurité. Ce sont des gens qui travaillaient aussi dedans de Moubarak. Donc, on est en face d'une situation d'avoir des législatives avec un Parlement qui serait relativement assez convenable à Sisi. Alors, M. Levanon vient de parler d'un Parlement convenable pour M. Al-Sisi. Est-ce que ces élections marquent un retour à l'ère Moubarak ? Comme l'a dit l'ambassadeur, les élections parlementaires sont la troisième et dernière étape de la feuille de route vers la démocratie promise par Al-Sisi en 2013. Mais il n'empêche que malgré ces élections, de nombreux observateurs notent qu'au lieu de la démocratie, il s'agit d'un retour à une autocratie. On s'attend à ce que le Parlement n'ait pas énormément d'influence. De plus, les partis politiques qui participent, la plupart sont pro-Sisi ou même liés à lui. Il y a un manque de compétition entre les partis. Les islamistes sont en dehors des élections. Il y a un parti salafiste qui prend part aux élections, mais d'après les résultats préliminaires, on a vu qu'ils ont essuyé un échec sanglant. Et je pense qu'il faut dire à propos de ces observations, c'est qu'on assiste à un retour à l'autocratie en Égypte. Monsieur Levanon, vous qui connaissez bien l'Égypte, vous le savez, aujourd'hui, on est dans le cas de négociations entre Israël et la bande de Gaza avec le Hamas pour un cessez-le-feu de long terme. Mais on sait que l'Égypte est assez impliquée dans ces négociations. Quel est le rôle de l'Égypte dans ces négociations de cessez-le-feu ? Je crois que l'Égypte, elle a d'autres choses beaucoup plus importantes dans l'arène intérieure en Égypte que de parler ou de faire quelque chose entre nous et le Hamas. Et secondo, l'Égypte, elle a de vrais problèmes avec le Hamas lui-même. On l'a vu ça dans le passé, et on l'a vu aussi enfin récemment. Je ne crois pas que ça a changé ou que ça va changer, à moins que le Hamas change de cap, disons, vis-à-vis Israël ou vis-à-vis l'Égypte ou vis-à-vis le ISIS ou le Daesh au Sinaï ou l'État islamique. Donc je ne crois pas qu'ici l'Égypte serait prête à investir beaucoup d'efforts
à moins que les partis, que ce soit Israël, ou que ce soit Hamas, ou que ce soit les États-Unis, leur demandent des choses spécifiques. Et là, à mon avis, que l'Égypte, elle serait prête à jouer un rôle. Mais en grand, je crois que ce que l'Égypte elle est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire face aux problèmes. Et elle a des graves problèmes. Elle a des problèmes financiers, le dollar qui monte et de façon assez dangereuse. Il n'y a pas d'argent parce qu'ils ont investi plus de 2 milliards de dollars sur le nouveau canal de Suez, oui. Et il y a les Émirats qui sont retirés. D'augmenter les ressources. Hein. Oui, mais regardez, mais ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes internes. La question des frères musulmans ou la lutte acharnée, je dirais, contre les frères musulmans n'est pas à sa fin. Donc je crois que Sisi fait face à des problèmes internes qui sont beaucoup plus importants que d'autres choses. Bien sûr. Alors, monsieur l'ambassadeur parle des problèmes internes. On est près de 5 ans après le printemps arabe. Comment les Égyptiens aujourd'hui voient leur système politique interne ? Comme je vous l'ai dit auparavant à propos des élections législatives, c'est une bonne indication de comment le peuple égyptien voit le système politique de nos jours. Pour le premier tour, on a vu une participation extrêmement faible, 26%, ce qui est moins de la moitié du taux des élections en 2011. Donc le fait que de nombreuses personnes ne se soient pas déplacées pour aller voter pourrait être le signe d'une réelle désillusion parmi le peuple égyptien à l'égard du système politique. Et plus particulièrement, le fait que la jeunesse ne soit pas allée voter. Comme je l'ai dit, il y a un manque de compétition au sein même des partis. Ces partis sont faibles. Il y a des partis qui ont participé aux élections de 2011 et qui boycottent les élections. Voilà plus ou moins la situation telle qu'elle est actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, la mémoire et l'ombre de Moubarak planent sur ces élections ? Je pourrais penser cela et faire cette comparaison, surtout pour la raison qu'il y a un leader militaire au pouvoir. Certains groupes d'opposition ont été oppressés, tout spécialement les frères musulmans, comme ils ont été oppressés dans le passé. Et surtout car en ce moment, les préoccupations sécuritaires sont supérieures aux libertés individuelles. Et surtout, les demandes de la révolution de 2011, liberté, justice sociale, la fin du chômage, des demandes qui n'ont pas été satisfaites depuis. Regardez, en ce qui concerne Moubarak, je crois qu'il est passé dans la mémoire collective, disons, en Égypte. Il est présent, mais enfin, politiquement, il est effacé. C'est pas Sadat et c'est pas Nasser, bien sûr, qui est considéré comme le héros éternel, ou comme Sadat, une figure, un modèle à suivre, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent que Sisi soit un vrai modèle. Il y a des gens qui disent qu'il est beaucoup plus proche de Nasser. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus proche de Sadat. Mais je crois qu'il y a des gens qui cherchent. La seconde chose, je crois que Sisi continue à jouir d'une grande popularité, même avec les problèmes qu'il en a. Et le vrai problème, c'est que pas seulement avec les frères musulmans. Il a mis des libéraux en prison. Il a mis la jeunesse en prison. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la population, de point de vue social, elle est déchirée par l'intérieur. Donc, Sisi devrait faire beaucoup d'efforts après les élections, lorsqu'il aura un Parlement qui sera favorable à lui. Disons, il y a 100 lois qu'il faut que le Parlement endorse, je crois qu'il n'y aura aucun problème. Bien sûr. Et il n'y aura aucun problème. Donc, je crois qu'il va finir avec la carte de route, la roadmap, ce qu'on appelle. Et bon, voilà. C'est lui-même fixé. Oui, et on va continuer à avoir un général autocrate, genre Moubarak, genre. Donc un peu un retour à l'ère Moubarak. Et que tout le monde va s'aligner avec cela, même les États-Unis. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, madame, mademoiselle, d'avoir été avec nous. Abordons à présent la bataille d'Alep qui vient de débuter en Syrie, signant concrètement le début de la reconquête militaire de l'axe Assad-Iran-Russie. Nous sommes avec Gérard Felous, expert reconnu en ce qui concerne les droits de l'homme. Il a publié récemment aux éditions de l'Harmattan une étude appelée « Géopolitique Daesh, État islamique ». Monsieur Felous, bonjour. Vous qui connaissez bien la Syrie, quel est l'enjeu véritable de cette bataille d'Alep ? Cette bataille est, à mes yeux, un épiphénomène qui se situe dans une décomposition régionale bien plus large. J'explique en particulier que le monde arabo-musulman au Moyen-Orient, ce que j'appelle ce sous-continent malade depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la chute de l'Empire ottoman, dont la situation s'est aggravée avec le poids étouffant des dictatures nationalistes
et l'échec des printemps arabes, eh bien, prend un virage sous nos yeux. Il est en recomposition totale. Nombreux sont les signes qui montrent non seulement des évolutions profondes dans les pays de la région, mais aussi leur accélération face à la lente montée de l'islamisme radical au cours des 25 dernières années. C'est une longue confrontation qui se prépare sous nos yeux, pour l'excellente raison que ce n'est pas tant le nombre de combattants de Daesh, ce n'est pas tant ces possibilités de propagande sur Internet qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est le ralliement des tribus sunnites de Syrie et d'Irak, du reste, à Daesh, dont on parle très peu et qui sont, elles, les vraies puissances pour Daesh. Ce ne sont pas les 3000 ou 5000 combattants étrangers qui sont sur place, ce sont toutes ces tribus sunnites qui ont rallié Daesh, à mes yeux. Il y a encore quelques mois à peine, beaucoup dénonçaient, vous l'avez vu, le manque d'implication de la communauté internationale en Syrie. Est-ce qu'un manque d'implication qui a autorisé, on l'a vu, une avance de Daesh, pensez-vous que le contraire c'est vrai? C'est-à-dire que ces deux coalitions qui se concurrencent pourraient au final nuire à leur capacité de réduction du califat? Non, je ne pense pas que la coalition occidentale a montré ses limites. Et tout le monde sait maintenant que la coalition occidentale dans laquelle s'inscrivent les sunnites, l'Arabie saoudite ou la Jordanie en bombardant des sites de Daesh a un effet considérablement limité. Évidemment, il faut aller à terre. Et tout le monde le sait, tous les stratèges politiques vous le disent, il faut aller à terre. Les Kurdes ont essayé de le faire, ils peuvent le faire. Alors que, par ailleurs, la stratégie de l'autre coalition menée par la Russie n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du tout d'éradiquer Daesh. Monsieur Fellous, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez publié cet ouvrage, Daesh, l'État islamique, un livre disponible aux éditions de l'Armatan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous remercie beaucoup. Et c'était une semaine très agitée pour le climat. 195 pays se sont retrouvés une dernière fois pour préparer la grande conférence qui est prévue à Paris en décembre. Plusieurs incidents ont émaillé les débats et pour en parler, j'accueille depuis New York Jean-Pascal von Ippersel, vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Je vous rappelle que cette organisation internationale a été lauréate du prix Nobel de la paix en 2007. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, Barack Obama tente ces derniers mois de convaincre les Américains de l'importance du problème du réchauffement climatique. Est-ce que son implication peut faire la différence? Écoutez, les États-Unis, c'est à peu près un quart des émissions mondiales. La Chine, c'est un autre quart. Donc, c'est un acteur très important. Donc, c'est très significatif, oui. Est-ce que le bilan de l'ONU ces dernières années sur les questions climatiques est encourageant? C'est encourageant. Je crois que quand on voit tout ce qui se prépare pour la conférence de Paris, il y a un élan qui implique tous les pays du monde pour la première fois. Le protocole de Kyoto n'impliquait que les pays développés en termes de réduction d'émissions en tout cas, alors qu'ici ce qui est en jeu, ce qui est en préparation, c'est une action mondiale pour réduire les émissions, pour protéger le climat, pour s'adapter à la partie des changements climatiques que l'on ne peut plus éviter. Donc c'est tout ça et je trouve très encourageant, oui. Alors vous le savez, l'un des enjeux, c'est comment dans le même temps encourager le développement urgent des pays du Sud tout en expliquant qu'il faut produire moins pour protéger la planète. Est-ce que finalement, ceux qui ne sont pas le plus sanctionnés sont les pays les plus pauvres? Attention, c'est pas produire moins, c'est produire moins de gaz à effet de serre. Or, les dernières années ont montré qu'il était possible de découpler justement, qu'il était possible d'accroître le bien-être des populations, surtout les populations qui ont besoin de développement, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en organisant
organisant la production de manière plus intelligente, en utilisant des technologies très efficaces, en changeant les comportements. Et donc il est possible de se développer bien, de se développer mieux, tout en émettant moins de gaz qui réchauffent le climat. C'est tout à fait possible. Une dernière question. Vous êtes candidat à la présidence du GIEC. Quel est votre programme ? Alors en deux mots, c'est d'être le président de tous, puisque le GIEC est une organisation intergouvernementale. Donc c'est de mettre mon expérience de 36 ans comme chercheur sur les changements climatiques, 20 ans au service du GIEC, au service de la communauté internationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. C'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.